Les grands mythes et les grandes épopées qui racontent l'histoire de l'humanité s'accordent à rappeler qu'au principe de la vie et du monde, il y a les 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Ces 4 éléments fondamentaux se joignirent et s'entrelacèrent selon des mouvements infinis, se déployant harmonieusement en montagnes et plaines, mers et fleuves, azurs et brumes, incandescences volcanesques et orages électriques. Plus tard, vinrent les soleils et les étoiles, toutes les plantes, arbres, fleurs et fruits, les animaux de la terre, de l'eau et du ciel, enfin les hommes et les femmes, doués d'intelligence et de liberté. Mais ces hommes et ces femmes ne furent jamais capables de rester intégrés durablement à cet équilibre primordial. Dans chaque récit, les êtres humains finissent toujours par s'attirer le courroux des puissances élémentales, c'est-à-dire par provoquer la destruction de cet équilibre vital en raison d'un usage déréglé de leur intelligence et de leur liberté. Le non-respect par les hommes de la terre, de l'eau, de l'air et du feu provoque inévitablement des désastres majeurs dont la réparation nécessite beaucoup de temps et beaucoup de souffrance. Tel est l'enseignement des mythes. Et telle est bien l'histoire de Mexico Tenochtitlan, aujourd'hui l'une des plus grandes mégalopoles du monde, une histoire de feu et d'eau. Au commencement de l'histoire de Mexico Tenochtitlan, un grand serpent, fils des volcans Popocatépetl et Iztaccíhuatl, plongea dans l'eau d'un lac, Texcoco, qui s'étendait dans une immense cuenca, bassin fermé au milieu des montagnes. Il nagea longtemps, jusqu'à ce qu'il rencontre un très haut nopal dressé au milieu du lac. Et alors qu'il commençait à se déployer sur les branches vertes de l'arbre, un aigle fondit sur lui et le dévora. Le sang flamboyant du serpent se répandit sur les ondes claires de l'eau. Sur le lieu même de cette dévoration qu'ils avaient observée fascinés, des hommes décidèrent de fonder une ville. C'est ainsi que Tenochtitlan fut édifié autour du nopal sur des jardins flottants, les Chinampas, tout en étant relié au rivage par des chaussées rectilignes et surélevées. Cité lacustre, dans une cuenca de 9560 km², à 2250 mètres d'altitude et à 400 km des côtes les plus proches, qu'il s'agisse de l'Atlantique ou du Pacifique, environnée de montagnes et de volcans prompts à s'embraser, où s'écoulent 48 rivières, elle devint bientôt la plus grande et la plus belle ville du monde, comme devaient l'affirmer les Espagnols, qui la découvrirent en 1519, avant de la conquérir et de la ruiner en 1521.
Este libro se publica en 1524 en Nuremberg, publicado por Hernán Cortés, y contiene el primer plano de la Ciudad de México. Aquí está representado los dos elementos que son la tierra y el agua. Les Mexicas avaient élaboré tout au long des siècles un système complexe de digues et de chaussées qui séparait les eaux douces des eaux salées et évitait les inondations. Les terres cultivées complétaient les zones de pêche et les activités d'artisanat et de commerce. Hace 2000 años ya había sistemas de conducción del agua y había sistemas de manejo de desechos de aguas servidas. Una de las innovaciones de ellos fue la captación de agua de lluvia y su almacenamiento en galerías subterráneas. Les ayant détruits, les Espagnols furent incapables de les reconstruire. Par ailleurs, ils se livrèrent à la déforestation des bois de pins et de chênes qui entouraient les lacs, provoquant l'érosion des sols et l'élévation du niveau des lacs. Dès lors, la ville espagnole de Mexico, édifiée sur les ruines de la capitale aztèque au milieu du lac, ne cesse pas d'être inondée depuis sa fondation. L'inondation de 1607 est particulièrement cruelle. La ville reste plusieurs années sous plus d'1 mètre de boue, ce qui amène les responsables de la ville à prendre la décision très grave et aux conséquences inouïes de vider et d'assécher les lacs et donc de creuser des brèches par où ils pourraient se vider. À cette fin, 3 grands canaux sont successivement construits entre 1605 et 1608, entre 1888 et 1900, puis entre 1939 et 1942. Ce sont le canal de Huehuetoca, le Grand Canal de Desagüe et le Drenare Profundo. L'assèchement n'est véritablement achevé qu'en 1975. México subterráneo, el poderoso virrey, emperador, sátrapa, hizo de los lagos y bosques el desierto. Hemos creado el desierto. Las montañas rígidas de basalto y sombra y polvo son la inmovilidad. Vibra el estruendo que hacen las aguas muertas resonando en el silencio cóncavo. Aquí José Emilio siempre muestra, porque tiene la razón, lo que nos rechaza la Ciudad de México. Una ciudad en que fue disecada y fue un enorme horror y un enorme error el lago de Texcoco. Cuando yo llegué a México en 1942, había vendedoras de patos en la calle que traían patos y gritaban "patos mi alma", y vendían también unos pajaritos de largo cuello que se llamaban los chichicuilotes y decían "mercarán chichicuilotitos vivos, mercarán chichicuilotitos cocidos", y los llevaban las vendedoras que vivían cerca del lago, los llevaban en una canasta porque todavía había un poquito de agua en el lago de Texcoco. Y ahora ya no hay nada, ya no hay patos, ya no hay aves, lo único que hay son ríos entubados. Aquí mismo donde vivimos, muy cerca de aquí, estaba el Paseo del Río, era el río Chimalistac, estaba el río de la Piedad, estaba el río Churubusco, todos fueron entubados y desaparecieron. Somos una ciudad sin río, y una ciudad sin río de veras está condenada. C'est ainsi qu'en 500 ans, par la volonté et au prix d'efforts gigantesques des hommes, toute la région a subi un changement radical.
Il n'y a plus d'immenses lacs entre les volcans. Les sources ont disparu. Les sols desséchés ne cessent de trembler et de s'effondrer. L'air s'est raréfié et corrompu. Les déchets tendent à recouvrir la cuenca. Où sont les eaux douces et les eaux salées, les vergers et les potagers des Chinampas, les fontaines d'eau vive, les airs purs et lumineux? Or, la demande en terre ferme, en eau pure, en oxygène, en énergie, n'a cessé de s'accroître depuis l'époque de Tenochtitlan, avec la croissance de la ville et son explosion démographique au XXe siècle. Passé de 500 000 habitants en 1900 à environ 24 millions d'habitants aujourd'hui, c'est toute la mégalopole de Mexico qui éprouve la disharmonie et la disjonction des 4 puissances élémentales du monde, au risque du chaos mortifère et de la destruction. Cuando yo era pequeña, la ciudad era transitable, el cielo era transparente, se veían los volcanes, caminaba uno por todas partes. He visto cómo la ciudad se va desvaneciendo, se va perdiendo, se va caotizando, se va volviendo una ciudad sin límites, una ciudad que va perdiendo su hermosura. C'est à ses dirigeants et à tous ses habitants qu'il importe de façon urgente de rétablir l'équilibre et l'harmonie de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Associer l'eau des autres éléments naturels, ce qu'on a eu trop tendance à faire par le passé sans doute, en cherchant des solutions pour l'air, des solutions pour l'eau, des solutions pour l'énergie ou pour la terre. Dans le monde dont nous héritons aujourd'hui, les solutions sont forcément et complexes et mixtes. Lo primero que hay que considerar es el cambio radical en el conjunto del mundo. En el año 1927, en el mundo había 2.000 millones de habitantes. En la actualidad, es decir, 80 años después, nos encontramos con que en el mundo hay casi 7.000 millones de habitantes. Hasta 40, 50, 60 habitantes por hectárea, aquello no es propiamente ciudad. O sea, 60 empieza a pensarse que eso sí que es ciudad. Y, por el otro lado, si se pasa de 140, 150, 200 habitantes por hectárea, por el otro lado, empieza a ser un desastre. No son modelos distintos de ocupación del suelo. No se puede decir que sea distinto el caso de México o el caso de Barcelona o el caso de Europa, sino que están en fases distintas. México es un país que forma parte hoy en día de los países miembros de la OSDE, lo cual nos pone en una situación difícil. Es decir, que México ya no forma parte de los países que tienen derecho a cooperación internacional, o muy difícilmente. Ya no somos un país pobre, entre comillas, como todos los mexicanos sabemos, somos un país donde la distribución de la riqueza es terrible. Una ciudad apasionante, es una ciudad que administrativamente cuenta con menos de 10 millones de habitantes, pero que sin embargo, considerada la población de todo el Valle de México, alcanza una cifra muy alta de 22 o 23 o hasta 24 millones de habitantes. La Ciudad de México es una ciudad que tiene una superficie de 1.500 kilómetros cuadrados. Es una ciudad que se extiende muchísimo. Tiene un área urbana muy importante, que es la que más se conoce, pero tiene un área rural también muy desarrollada. En este valle, pues estamos asentados cerca de 20 millones de mexicanos, gobernados por diferentes partidos políticos. Ubicados en 7 grandes acuíferos
con diferentes leyes, con diferentes reglamentos, con diferentes condiciones de cantidad del agua, con diferentes formas de gestionar no solamente el agua, sino de gestionar todos los recursos que tenemos aquí. Que realmente se requiere, y esto a nivel de ciudades como la Ciudad de México, sería que pudiéramos buscar una cierta autonomía, si no autarquía, del aprovechamiento fundamentalmente para las ciudades del agua, pero también de la energía. En asséchant la cuenca de Mexico, les hommes ont mis fin au remarquable et très particulier équilibre des 4 éléments. Les tremblements de terre liés à l'activité volcanique se sont accusés. Les eaux canalisées se sont souvent mélangées et il y a une énorme déperdition des eaux pures. Les eaux usées mélangées aux eaux pluviales menacent sans cesse d'inonder la ville aux sols affaissés et elles sont évacuées, en général sans être traitées, dans les États de Mexico et de Hidalgo, au risque d'empoisonner ces derniers, tout en les rendant fertiles. Paradoxalement, d'importantes zones rurales sans eau se maintiennent. La qualité de l'eau disponible ne cesse de se détériorer et le nécessaire développement de l'agriculture et de l'industrie accroît encore la raréfaction de l'eau. Tel est bien le problème majeur de la mégalopole de Mexico et du monde de demain, la gestion de l'eau sous ses différents aspects, en lien nécessaire avec la gestion de l'énergie, la restauration des sols, le traitement des déchets, la question des transports, la santé publique. Selon la Fundación Agua y Medio Ambiente, il y a en 2008, dans la mégalopole de Mexico, environ 900 km d'aqueducs, 1150 puits, 290 réservoirs pour le stockage de l'eau, avec une capacité totale d'un peu plus de 2 millions de mètres cubes d'eau. Il y a également plus de 24 000 km de canalisation. Le Sistema de Aguas de la Ciudad de México emploie plus de 15 000 personnes. Casi todo el agua servida de esta ciudad, de este valle, es desalojado en un gran colector, lo llaman drenaje profundo, que lo llevan al río Pánuco vía el estado de Hidalgo, donde cultivan. Supuestamente no deben cultivar productos con este agua que son de consumo humano directo. Sin embargo, aproximadamente 30% de la superficie de riego allá es clandestinamente usado para productos de frutas y verduras de consumo humano que irónicamente son vendidos aquí en el central de abastos. Tenemos el cloro, tenemos gases, la contaminación del petróleo. ¿Por qué? Porque queman el diésel, la gasolina, y toda esa contaminación va a dar al agua. Digo, yo estoy consciente, pues, digo, de cómo anuncian y todo eso, que hay que pagar el agua a tiempo. Pero también lo que no entiendo, pues, digo, es por qué tenemos este problema de esa agua tan sucia. Se va uno a lavar la boca, pero ¿cómo se le va uno a lavar si apesta más el agua que lo que le apesta uno la boca antes de lavársela, pues? Yo recuerdo que esa tratadora de agua
Fácil, cargaban 400, 500 pipas diario. Actualmente hay días que no carga una sola. Tenemos una bomba y la conectamos y de ahí la bombea por el tubo para las 5 casas. Si no ponemos esa bomba, no sube el agua. À Mexico, en 2008, chaque habitant utilise 350 litres d'eau potable par jour, alors que selon l'ONU, 150 litres suffisent. Pourquoi? Parce que sans doute plus de 40% de l'eau du réseau se perd par fuite des canalisations. À Mexico ne sont traités que 10 à 14% des eaux usées. Une très petite proportion d'eau s'utilise donc plus d'une fois. Tandis qu'à Londres, par exemple, l'eau est réutilisée jusqu'à 7 fois. Pour chaque nouvel hectare d'urbanisation, on perd l'infiltration d'eau de pluie nécessaire à 6000 personnes. El agua potable siempre se manejó políticamente, el saneamiento siempre quedó relegado en el fondo del cajón de cualquier funcionario que tuvo que tener cartas en el asunto, y esto ha creado un problema enorme en la Ciudad de México, pero en realidad en el planeta. Es muy fácil decir que ya la gente tiene agua cuando lo único que tiene es una llave en la comunidad y para toda la comunidad tiene una llave y ya, dicen que ya tiene agua. O cuando tiene drenaje dicen que ya hay drenaje cuando hay un tubito que sale del baño a la barranquita más cercana. Un regente hace 12 o 14 años decía que la Ciudad de México tenía que enorgullecerse de que el 60% de los pobladores tenían drenaje. Lo que acababa de decir era que el 40% no tenían drenaje. Es preocupante es que no haya un derecho a la información. Puede uno ver en el periódico la calidad del aire, lo que sí uno no puede ver en ningún lado es la calidad del agua. Las nuevas generaciones, los jóvenes, prácticamente tienen totalmente descartada la posibilidad de tomar agua de la llave, pero es más cara el agua embotellada que la leche, obviamente que el refresco. Yo creo que ahí hay un medio círculo vicioso en el que muchos dicen que toman agua embotellada porque no hay agua de buena calidad en la red. Pero esto no siempre es cierto, ¿no? Sin embargo, obviamente, pues quien vende el agua tiene que publicitar y tiene que exagerar estos casos que sí existen en algunas zonas, en algunas regiones, para ellos poder vender el agua, ¿no? C'est bien la ville tout entière qui s'éprouve entre le feu et l'eau, en risque d'implosion, de stress hydrique, d'asphyxie, d'immobilisation, d'inondation, de violences diverses, en dépit de ces prodigieuses réalisations, de ces hommes et de ces femmes qui chaque jour travaillent pour que la vie triomphe de la catastrophe annoncée et de la mort. Car tout fonctionne à peu près, tout est en équilibre au seuil du déséquilibre. L'activité volcanique, conjuguée à de violentes et durables pluies et un tremblement critique des sols, pourrait provoquer des pannes d'électricité, l'arrêt des pompes qui permettent l'évacuation des eaux usées de la ville, la rupture des canalisations des arrivées d'eau traitée et potable et des égouts, l'infiltration d'hydrocarbures dans les systèmes de traitement des eaux, et la montée des eaux mélangées jusqu'à un niveau d'1 étage dans de très nombreux quartiers de la ville, ce qui mettrait en péril la vie des habitants. La mitad de la Ciudad de México está en el lago y la otra mitad en unas colinas que están así y que cada vez que llueve montañas de agua escurren por
por los ángulos y a veces desgajan los cerros y se van acompañados de humanos así. Y se convierten en unto de materiales múltiples convertidos en una sola pieza. Se instrumentó un operativo que es el operativo Tormenta, de la unidad Tormenta, que lo que buscó fue primero tener una rápida respuesta por parte del sistema de aguas a la atención de los encharcamientos. Cuando no respetamos a la naturaleza y cuando creemos que porque un evento no ha pasado en 10 años o en 15 o en 20 no va a pasar nunca, estamos muy equivocados. La naturaleza siempre lo va a reclamar y siempre lo va a tomar. Y creo que cada vez va a ser más peligroso. Con que tuviéramos una precipitación, digamos, de 50 milímetros durante unas 10 horas, con eso sería suficiente para que se inundara. No necesitamos que se nos conjugue un terremoto y que inmediatamente vengan las lluvias. Ese es el riesgo. Es el riesgo cuando tomamos de hacer ciudades vulnerables, ciudades no sostenibles, insisto, no sostenibles desde el punto de vista político, social, económico y ambiental. Chaque mégalopole a son histoire et sa relation propre avec la terre, l'eau, l'air et le feu. Mexico ne saurait ressembler à Tokyo, Dubaï, Buenos Aires, Shanghai, Chicago ou Barcelone. La gestion conjointe des 4 éléments du monde dans la mégalopole de Mexico doit mettre en œuvre des solutions appropriées, originales, susceptibles, bien sûr, de provoquer l'inventivité et la créativité en d'autres lieux du monde. L'intelligence et la liberté des hommes et des femmes de la ville ont de très nombreux défis à relever. Politiques, technologiques, philosophiques, artistiques. Il s'agit d'exprimer une volonté politique commune, de mettre en œuvre la formation citoyenne de tous, de susciter la coopération efficace des pouvoirs publics, des entreprises et des experts, de faire que le développement durable de la ville et l'accès de tous à l'eau deviennent réalité. L'innovation, ce n'est pas seulement la recherche et le développement, hein, ce n'est pas seulement la recherche du point de vue de découverte, de brevets, c'est aussi l'innovation non technologique. C'est une manière de vivre, c'est une manière d'être, c'est une manière de s'organiser comme société. On profite de l'expérience d'un pays pour le partager avec l'autre, les succès et les échecs aussi. Aujourd'hui, les préoccupations environnementales, la nécessité d'un développement plus durable, font qu'on s'interroge sur l'approche par la demande. Et elle sera sans doute prioritaire dans les 2 ou 3 décennies qui vont venir, tout simplement parce que la pression démographique, la croissance des pollutions et leurs dangers pour la santé publique vont nous imposer à la fois de revoir notre comportement individuel et collectif face à l'eau. Nous reconnaissons totalement chez Suez Environnement le droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit humain fondamental. Mais le reconnaître ce droit n'est pas suffisant. Il faut le mettre en œuvre. Et dans la pratique,
cela n'est pas aussi évident que, par exemple, de mettre en œuvre le droit à la liberté d'expression. Parce que accéder à l'eau et à l'assainissement nécessite, bien sûr, l'accès à des infrastructures qui ne se conduisent pas en un jour et qui ont un certain coût. On a une situation qui est celle de Mexico où pratiquement tout le monde a un branchement d'eau potable chez lui, mais où l'eau est rationnée. Et dans ce cas-là, l'équité commande que le mode de rationnement soit vraiment transparent et que, bien évidemment, tous les quartiers de la ville soient traités à la même enseigne. On a tendance souvent à oublier, dans les considérations sur l'égalité d'accès à l'eau et à l'assainissement, qu'il ne suffit pas de garantir un tarif le plus modeste possible aux gens qui ont déjà accès au réseau. Il faut aussi s'assurer que les modes de financement et de tarification permettent d'offrir cet accès à ceux qui ne l'ont pas encore à des conditions abordables. Et cela suppose souvent que les habitants qui sont desservis acceptent de payer un peu plus cher pour participer au financement de l'expansion du service aux zones périurbaines. Vous savez, nous avons beaucoup plus avancé que la plupart des systèmes des Nations Unies, des actions qui sont complètement orientées vers les acteurs locaux. Et nous avons fait ça tout le temps avec la participation du secteur privé, ce qui est une autre innovation assez importante du travail de l'UNITAR avec les acteurs locaux. C'est la question de partage des connaissances qui nous intéresse. Les bonnes pratiques de développement durable, par l'instauration d'infrastructures appropriées et partagées, peuvent réduire la pauvreté, les inégalités et promouvoir de nouvelles cohésions sociales et de nouvelles mobilités. En 1983 hubo una reforma constitucional que mandaba que el control del agua esté en manos del gobierno local. El problema es que el municipio es con muy poca gente técnica. Estas juntas locales de agua son miembros de la Asociación Nacional de Empresas de Agua en Saneamiento. Es algo muy controversial hoy en día, se habla de la privatización del agua, los radicales se hablan en contra de la privatización del agua. En realidad tenemos que pensar en trabajar todos en conjunto para lograr el derecho humano al agua. La interacción de la empresa pública y la empresa privada a partir de la década de los 90 ha empezado a tomar más auge y que esta interacción en algunos campos es hasta deseable, en otros lo veo un poco más, digamos, cuestionable, sobre todo cuando se asocia a los servicios sociales. En el caso del agua, la distribución del agua potable es uno, que no sería el caso del tratamiento de las aguas. Nosotros en el país tenemos varios esquemas de participación privada. No son muy aceptados generalmente por la población y hay un proceso de rechazo a los sistemas integrales. Por lo tanto, se ha estado buscando nuevos esquemas. Le Mexique est un pays intéressant qui a une expérience large du recours au secteur privé et qui n'a pas hésité à innover en mettant en place des mécanismes qui, à la fois en termes de régulation de l'activité des opérateurs privés, mais aussi d'incitation à l'investissement du secteur privé, sont souvent originaux. L'alimentation en eau potable de la métropole, comme le traitement et l'évacuation de ses eaux usées et de ses eaux pluviales, est totalement liée à la restauration des sols, à l'amélioration de la qualité de l'air, à l'alimentation en énergie. Le gouvernement mexicain, en novembre 2007, a confirmé son intention de développer la circularité, le principe de réutilisation des forces naturelles. Dans le cadre plus spécifique de la ville de Mexico, nous travaillons actuellement sur l'amélioration de la qualité de l'eau potable. Nous construisons actuellement une usine dans le sud-est de la ville, à Chaltepec, qui va produire 500 litres d'eau par seconde. Va a estar totalmente automatizada y va a ser operada solamente por 4 personas. Al inicio de los trabajos de la construcción de la planta, lo primero que hicimos fue
hacer un estudio de impacto ambiental, cómo se iba a integrar la planta a la laguna. La construction du tunnel émissor orienté, grâce à la conjonction des efforts de 4 gouvernements de différents partis, permettra d'éviter les inondations dans la zone métropolitaine du Valle de Mexico et d'apporter les eaux pluviales et usées aux États de Mexico et de Hidalgo, où elles seront traitées pour être réutilisées dans l'agriculture et dans l'industrie. Aquí estamos viendo la laguna de Zumpango, que hace años recibía las aguas residuales, pero se formó aquí un comité ecológico. El objetivo fue de recuperar, porque era una fuente de suministro de trabajo de las poblaciones que están alrededor, y pues ya la han limpiado, ya no entra agua residual, recibe aguas pluviales, son las aguas de la lluvia, y como pueden ver, ya es una fuente de ingresos para las comunidades porque se dedican a pescar. Il existe des solutions et des perspectives positives que les hommes et les femmes du district fédéral s'attachent chaque jour à mettre en œuvre avec intelligence, enthousiasme et efficacité. El ingeniero no es un tipo que debe saber solamente cómo hacer cálculos estructurales, pero debe entender el entorno social y entorno natural, el entorno histórico en que está trabajando. Primero que construimos en la casa fue un aljibe de 70 metros cúbicos y que nos permite ir absorbiendo el agua de lluvia después de un filtro primario que nos distribuye a toda la red domiciliaria. Igualmente tenemos incluso una toma especial para potabilizar el agua. Tenemos también 2 sistemas de tratamiento, uno para las aguas grises y la otra para las aguas negras. Tlalpuente es una zona de desarrollo controlada, no hay alumbrado público, no hay drenaje, todas las casas tienen fosas sépticas especiales, todas las casas deben tener un sistema de captación mínimo de aguas pluviales y tener una cisterna tapada o abierta, según el caso. Con esta agua riegan los jardines de la casa. No obstante, todo Tlalpuente está conectado a la red de agua pública, pero no se puede utilizar esta para regar los jardines. Uno de los proyectos en los que estamos participando mi grupo de tratamiento y reuso de agua es con la Unión Europea en uno de los proyectos yo creo más ambiciosos que hay, que se llama Reclaim Water, que involucra cerca de 17 instituciones alrededor de todo el mundo y donde se está estudiando diferentes alternativas para reusar el agua haciendo uso del acuífero. Es muy importante porque una de las grandes controversias que hay es cuando se va a reusar el agua es dónde almacenarlo. C'est une nouvelle et citoyenne conception du temps qu'il s'agit d'instaurer, selon laquelle le temps long importe plus, ou au moins autant, que le temps court, pour l'amélioration de la vie. C'est à la mesure de ces défis que la beauté et la créativité de la mégalopole de 24 millions d'habitants peuvent trouver à s'affirmer. C'est à la mesure de ces défis que chaque citoyen peut contribuer à la vie de tous. Si on dialogue avec les acteurs locaux, les petites ONG, les petites formations de quartier, les associations qui existent pour artisans, pour les transports collectifs, etc. On découvre tout un tas de solutions très imaginatives, très intéressantes qu'on pourrait adopter dans différentes villes dans le monde. Et je pense que loin de là,
Mexico n'est plus la ville chaotique qu'on pouvait s'attendre avec une telle population. Pero bueno, en el futuro seguramente es una cosa que se tiene que hacer. Y si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a tener que hacer porque hay un negocio allí. Lo que sea sustentable no puede ser solamente por buena voluntad. Tiene que ser un negocio para que haya quien lo haga, ¿sí? Y alguien tiene que ganar dinero de hacerlo, pero no puede ser abusivo. No puede querer hacerse rico de un proyecto. Tiene que poder hacer muros verdes que puedan costar lo que una persona que gana un sueldo normal en la Ciudad de México, de clase media, media baja, lo pueda pagar. Que el tratamiento de agua lo pueda pagar cualquier persona. Que las áreas verdes estén rehabilitadas, que haya una empresa que tenga un beneficio fiscal por ello y que la sociedad lo pueda disfrutar. Queremos restituir la condición lacustre de la ciudad original de este valle. Todavía se puede hacer un lago donde estaba el viejo lago de Texcoco. Lo que falta es la voluntad política para creer en un proyecto de esa naturaleza. Ese proyecto además tiene el aeropuerto en el centro de ese lago, fuera del área urbana. Queremos con este lago cambiar la atmósfera. Nos va a crear más humedad en el ambiente y esa humedad se va a precipitar con partículas de contaminación. Nos va a crear un litoral de 80 kilómetros, un litoral para desarrollo urbano, en las zonas más pobres del valle. Eso puede ser espléndido. Hay financiamientos externos maravillosos. Hay muchas empresas extranjeras y organismos internacionales que pueden ayudar a la reconstrucción del lago, que es lo que necesitamos para tener agua asegurada para un gran futuro. Regardons bientôt, oui bientôt, dans un futur nécessairement proche, la ville de Mexico. Dans l'immense Cuenca, scintillante de vies et de bâtiments innombrables, se découvrent désormais les claires rivières, dont les berges sont des lieux de délassement et de convivence, les jardins verticaux sur les murs des maisons, les parcs réhabilités, résonnant d'oiseaux de toutes sortes, les hérons sur les lacs de Texcoco et de Xochimilco, les marchés abondants et vivement colorés de ces jardins et de ces vergers, de ces champs de nopal et de maïs, les quartiers autonomes et tous différents, comme autant de mondes que l'on peut choisir, les magnifiques avenues et les périphériques, les métrobus inlassables et rapides. Regardons toutes ces maisons où arrive l'eau potable par des robinets à faible pression, où des systèmes électroniques évitent le gaspillage et permettent le recyclage. Disséminés dans la Cuenca, d'innombrables puits recueillent les eaux pluviales en recharge des aquifères et en irrigation par aspersion des cultures. Les usines de traitement des eaux usées et de potabilisation d'eau se trouvent aussi bien au cœur des réserves naturelles que dans les quartiers les plus urbanisés. Les déchets, moins nombreux, sont recyclés et produisent de l'énergie et des matériaux. Admirons enfin dans toute la mégalopole les écoles de formation aux traditions qui ont fait la gloire de Mexico et les écoles de formation à une citoyenneté responsable. Nos dimos cuenta que realmente en México la gente
no cuidaba su patrimonio porque quizás no conocía su patrimonio, sobre todo los más jóvenes. Obviamente también el patrimonio natural de nuestro país está en riesgo, en peligro, y entonces nos hicimos un libro que se llama, un poco escandalosamente, pero creo que la situación no es para menos, se llama Quiero salvar mi planeta. Nosotros en la Ciudad de México vemos a la cultura como un restaurador del tejido social. Creo que uno de los puntos más importantes es esta posibilidad de que a través del fomento cultural nosotros podamos hacer una ciudad más vivible, más habitable. Una de las prioridades es la recuperación de los espacios públicos para recuperar la ciudad para los ciudadanos y arrancarla de manos de la delincuencia. Están empeñados en que esta ciudad se transforme en una ciudad global, en una ciudad multicultural, en una ciudad internacional, y esperemos que sean un ejemplo para otras ciudades, no solo del país, sino de América Latina y del mundo. Ainsi se rétablissent peu à peu la paix et l'harmonie avec la terre, l'eau, l'air et le feu, avec ces 4 puissances élémentales de la vie et du monde dans la cuenca de Mexico, sans qu'il soit besoin de ruiner les bassins voisins. México me permite vivir varias vidas al mismo tiempo. Vivir en Ciudad de México es ser y no ser al mismo tiempo, pertenecer y no pertenecer, y esa es una instancia fundamental para mi escritura. Viendo esas montañas o esos bosques o el agua correr o los ríos otra vez reconstruidos o los lagos reconstruidos, pues está el futuro no de los lagos ni de las montañas, sino de nosotros mismos. Oui, le développement durable d'une mégalopole est possible. Oui, la circularité de son économie, grâce à la gestion conjointe et équilibrée de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, est une fin envisageable. Voilà un peu ce qu'est l'évolution de la pensée et l'approche multiculturelle et multisectorielle concernant la question de l'eau. Le monde a besoin de la ville de Mexico dans sa grandiose beauté et sa dure complexité. Il ne faut pas fuir la mégalopole de Mexico. Mexico, entre le feu et l'eau, peut être un laboratoire du développement durable du monde. Comme l'affirment non seulement les ingénieurs et les experts de la ville, mais aussi les philosophes, les poètes et les artistes qui l'habitent. Il est possible de s'approprier l'énergie du cycle infini de la vie et de la mort et de l'horreur pour ouvrir des chemins nouveaux d'espérance et d'éthique. Et aussi peut-être pour comprendre comment il est possible de vivre sans concession à la panique ni à l'excès d'espérance.